Il y a encore quelques années, la durée de vie des produits tels qu'un poste de radio se comptait en dizaines d'années. Aujourd'hui, bien que l'on sache faire des produits performants, leur durée de vie est plus courte. C'est en partie parce que nous voulons des produits qui suivent de près l'évolution des techniques, du design, que les produits vieillissent vite. C'est pourquoi l'industrie doit, d'un côté, pouvoir offrir aux consommateurs un produit toujours nouveau, et de l'autre, devoir contenir ses coûts pour battre la concurrence. Grâce aussi à l'utilisation intensive de matériel informatique, l'industrie s'efforce de s'adapter à ce nouveau rapport entre le système productif et le marché des biens en recherchant de nouveaux modèles d'organisation productive. Dans le secteur de l'automobile, par exemple, de nouvelles méthodologies de production permettent déjà d'effectuer des modifications sur le produit en fonction des demandes du marché. Choix de modèle, cylindrée, couleur, c'est le jeu des options qui personnalise le véhicule. Un des produits les plus emblématiques de la production sur mesure aujourd'hui est justement l'ordinateur. Grâce à sa conception modulaire aux lignes de montage flexibles, parce qu'elles sont gérées par des robots et non par des automatismes rigides, chaque utilisateur peut acquérir une station de travail faite sur mesure. Dans le secteur de l'usinage de la tôle, des systèmes de découpage et d'usinage, gérés par des contrôles informatiques, permettent de modifier à volonté les profils, les dimensions, et donc le produit final sur la base des commandes des clients. Dans le secteur des biens de grande consommation, on tente à traiter ou à conditionner avec une même ligne de travail des produits différents, avec une seule modification de programme de travail. Pour apprécier l'importance des problèmes que les entreprises rencontrent pour s'adapter à cette nouvelle réalité, il faut imaginer qu'il y a encore peu de temps, les usines étaient des lieux figés de production. Elles étaient organisées sur la base du modèle scientifique de l'organisation du travail, créé au début du XXe siècle par l'Américain Taylor, et qui s'est rapidement diffusé dans toutes les grandes sociétés. À partir du début du XXe siècle, notamment dans le secteur automobile, Taylor démarre la production en série, basée sur une analyse rationnelle des usinages et des transports des matériaux entre les différentes stations de travail. Aux machines et aux ouvriers sont rigidement assignées des tâches élémentaires à répéter sur chaque pièce qui transite dans leur propre zone de travail. La machine la plus caractéristique de ce modèle productif a été, et est encore, la machine transfert. Un bâti sur lequel arrivent les pièces à produire et des unités de travail disposées en ligne qui interviennent sur ces pièces en transit. À la fin de la chaîne, la pièce est complètement usinée et peut être acheminée vers des stations de lavage, d'essai et de montage. Ce système, bien qu'étant très productif, nécessitait toutefois de gros investissements pour la préparation des équipements, pour les approvisionnements des matières premières, l'accumulation passive de demi-produits dans les stations d'attente des différentes lignes de travail, ainsi que pour le stockage de produits finis en attente d'un marché. Si le concept de productivité maximale n'est pas remis en cause, l'objectif prioritaire pour chaque entreprise est aujourd'hui la mise en place de différents types d'automation pour affronter la demande du marché et la réduction des coûts actifs et passifs de production. Le mot-clé de l'atelier moderne pour le début du XXIe siècle est la flexibilité. Cette flexibilité passe nécessairement par chaque élément de la production. Une seule lacune, et c'est la remise en cause de la production flexible. La machine opératrice. La flexibilité impose à la machine de passer d'un type d'usinage à un autre presque instantanément, et sans modification lourde d'infrastructure. Cet objectif a déjà été atteint depuis longtemps
grâce à l'association des machines-outils à des unités de commande à contrôle numérique. Tout ceci contribue à réduire les stocks tampons entre postes de travail et en fin de production. Les outillages. Auparavant, ils étaient construits à partir de structures soudées, sur mesure pour chaque pièce ou chaque outil. Dans le fonctionnement de l'atelier flexible, les montages d'usinage, supports de pièces, sont de type modulaire, facilement combinables et adaptables à une grande variété de pièces et d'outils. Le transport. La circulation des pièces, outils, matériaux peut être comparée au sang qui irrigue les centres vitaux, ici de la production. Pour pouvoir s'adapter sans délai au changement de production, les transports sont confiés à des ensembles robotisés associés au centre d'usinage ou à des chariots téléguidés ou filoguidés. Le contrôle. Produire sans stock, en flux tendu, signifie que les pièces sont attendues au montage et doivent sortir bonnes. Un des objectifs d'un système flexible de production est donc une parfaite maîtrise de la qualité qui se traduit par le zéro défaut. Dès lors, la présence constante dans la chaîne de production d'une machine de mesure capable d'effectuer le contrôle sur des géométries variées est nécessaire. Les cellules de travail flexibles. Ce sont des espaces où sont regroupés les éléments précédents en centres de production. Ces cellules flexibles de production, d'assemblage, de conditionnement, peinture, constituent l'atelier flexible. L'homme. Le taylorisme en avait fait un exécutant spécialisé, confiné dans un rôle rigide. Aujourd'hui, l'homme doit imaginer la flexibilité. C'est dire qu'il est à l'origine de la conception et de la programmation des systèmes de production. La cellule flexible ne sera un centre de production d'une remarquable efficacité que si elle est pilotée par l'homme, qui verra là ses tâches s'enrichir et son sens des responsabilités se développer. Pour mieux comprendre cette révolution technologique et la structure d'un atelier flexible, complètement automatique, nous allons analyser de plus près chacun de ces éléments. Le premier élément d'une cellule de travail flexible, autour duquel s'organisent souvent les autres, est la machine-outil. La machine donne la vocation de la cellule: usinage, découpe, emballage, peinture. Il s'agit surtout de centres de production, c'est-à-dire de machines multifonctions, équipées de tables porte-pièces, pourvues de magasins et de dispositifs pour le changement automatique des outils, sur lesquels on effectue généralement l'usinage complet d'une pièce. Un système de reconnaissance automatique de la pièce, tel que lecteur de codes à barres, capteur ou système de vision artificielle, permet à la machine d'identifier les différentes pièces à usiner et donc de sélectionner les programmes associés. Adaptation des trajectoires d'outils, des conditions de coupe, commande des changements d'outils, de lubrification, réglage de fixation de pièces, etc. Le nombre et la disposition des machines dans la cellule dépendent du type d'application. La disposition en parallèle est adoptée quand la pièce peut être acheminée sur une machine quelconque en fonction de sa disponibilité. Celle en série est adoptée quand, pour l'usinage complet d'une pièce, on a prévu son transfert sur plusieurs machines-outils. Cette solution peut être plus contraignante. La solution mixte, enfin, est adoptée quand on peut tirer parti des avantages des deux solutions précédentes. Contrairement aux lignes de production traditionnelles à automatisme rigide, pour lesquelles on construit sur mesure l'outillage de bridage des pièces et même beaucoup d'outils, dans l'atelier flexible, la plupart de cet outillage est de type standard. Il a été créé avec un souci constant d'adaptation.
En choisissant des éléments de base, on peut composer rapidement un outillage sur mesure. L'activité de chargement et déchargement des pièces sur cet outillage de bridage et de positionnement peut être assurée aussi bien par des ouvriers dans des zones de travail hors machine que par des robots de manutention. Ce même discours vaut aussi pour les outils. Ils sont préparés en utilisant des éléments modulaires, puis identifiés et rangés hors machine dans un magasin d'outils. On relève aussi leur géométrie, longueur, diamètre. Les magasins d'outils sont acheminés aux machines via les systèmes de transport. Sur les machines, les différents outils sont identifiés. Ils seront automatiquement appelés et montés sur la broche en fonction du cycle d'usinage associé à la pièce en poste. Dans les systèmes de production flexibles, les activités de chargement et déchargement des pièces se déroulent en temps masqué, c'est-à-dire pendant que la machine travaille. Une station de chargement et une de déchargement des pièces, ainsi qu'une ligne d'acheminement des outillages porte-pièces, appelée palette, de et vers les machines-outils, sont indispensables à la cellule. On présente là quelques solutions pour l'approvisionnement de machines et la manutention de pièces au moyen de palettes. Station d'entrée et de sortie obligée. Comme la précédente, mais avec plusieurs stations d'attente. Station d'entrée et de sortie unique, avec des unités à rotation de 180 degrés. Comme la précédente, mais avec plusieurs stations d'attente disposées de manière circulaire. Ligne d'alimentation linéaire continue, avec beaucoup de palettes disposées en série. La manutention des pièces peut se faire soit à l'aide des lignes d'acheminement fixes des chariots sur rail, soit à parcours libre, au moyen de chariots guidés par des rubans magnétiques enterrés dans le sol ou téléguidés. Adapter la production à la demande, c'est produire sans stock. On parle alors de juste à temps ou de flux tendu. On ne peut se permettre un arrêt d'une chaîne de montage parce qu'une pièce arrive mauvaise. Optimiser une production flexible, réduire les coûts, c'est donc produire sans rebut. La présence des machines ou robots de mesure dans une cellule flexible de travail permet non seulement d'isoler les rebuts au terme du travail, en effectuant éventuellement aussi la rédaction des certificats d'essai, mais surtout permet de prévenir la formation de ces rebuts grâce à un dialogue continu avec les machines de production. Pour cela, il faut relever les écarts et dispersions dus à l'usure des outils,
pour commander ensuite leur remplacement par des outils neufs pour entrer à nouveau dans les tolérances prévues. Les dispositifs de mesure peuvent être montés directement sur la machine-outil. Des palpeurs électroniques permettent d'effectuer le pré-réglage des outils, d'en vérifier l'usure et l'intégrité, de contrôler la surépaisseur à usiner et d'effectuer les mesures intermédiaires sur la pièce. Toutefois, pour un contrôle final, on préfère généralement des systèmes de mesure extérieurs à la machine parce qu'ils ne sont pas sensibles à l'environnement de la machine, tels que vibrations, pollution. Les robots de mesure contrôlent si les cotes sont dans les limites de tolérance prescrites, si l'on doit effectuer des variations de programme de travail, quel outil est responsable du travail relevé et calculent l'importance des corrections à effectuer. Jusqu'ici, nous avons vu quelques éléments individuels d'une cellule de travail flexible. Ces éléments sont regroupés en cellules ou îlots de production flexibles, complètement automatiques. Si à cette cellule nous en ajoutons d'autres, par exemple une cellule pour l'usinage flexible des tôles, une cellule robotisée de soudure, une cellule de montage flexible, une cellule de conditionnement des produits, on obtient l'atelier de production flexible. La gestion de la cellule de production se réalise au moyen d'un système de contrôle qui développe essentiellement deux fonctions. Commande en temps réel de l'équipement et traitement et transmission des informations entre les différents éléments de la cellule. C'est l'élément clé de la production flexible. C'est l'inspirateur de l'ensemble. C'est lui qui définira les familles de pièces, par technologie de groupe, les cellules de production, l'organisation et la gestion générale de l'ensemble. L'homme n'a plus un rôle direct de production comme au temps du taylorisme, mais il intervient en amont et en aval de la production par programmation des usinages, contrôle des différentes unités de travail, des cellules, des activités dans les stations de chargement, déchargement des pièces sur les palettes, de la préparation, de l'entretien et du réglage des outils. Enfin, de la maintenance générale. Il est hors de doute que la flexibilité d'une cellule, et plus généralement d'un atelier, passe par une conception, une planification soignée de tous les éléments qui la composent, de façon à la rendre adaptable à la production de lots de pièces très variées. Cette flexibilité dans la production passe aussi, pour les opérateurs, par une nouvelle manière de concevoir leur rôle, plus tournée vers la gestion de production et des systèmes robotisés. Dans ce programme, nous avons cherché à présenter les motivations qui poussent aujourd'hui les entreprises à concevoir et à installer dans leurs usines un certain nombre de cellules de travail flexibles. La principale de ces motivations est certainement celle d'adapter, au mieux et sans délai, leurs produits aux demandes du marché. Un atelier flexible permet, non seulement
de varier rapidement la quantité et le type des pièces à usiner, mais pousse à une qualité élevée des pièces produites, objectif de zéro défaut, à diminuer de manière importante les investissements, les stocks de matières premières, de demi-produits en cours de production et de produits finis stockés dans les entrepôts, objectif de zéro stockage. Ces objectifs, comme nous nous sommes efforcés de le mettre en relief, imposent un contrôle continu de la production, effectué avec des machines et des systèmes de mesure directement opérant dans la cellule. Ceci conduit à un changement de mentalité et à un comportement très flexible de la part de tout le personnel. Et enfin, à une maîtrise complète de tous les approvisionnements et des flux de matériaux du début du cycle jusqu'à la vente du produit.